Téléspectateurs, téléspectatrices de la RTAOPH, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et vous êtes donc en direct de la RTAOPH, la chaîne par excellence. Aujourd'hui, nous avions reçu la visite surprise du président du conseil d'administration de la RTAOPH, qui est aussi président adjoint du Bucopen Bucodec. Et nous en profitons donc, puisque ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance, ce privilège d'avoir avec nous le président du conseil d'administration. Alors nous allons en profiter pour donc naturellement lui poser certaines questions relatives à l'exercice de ses fonctions. Bonjour président. Bonjour monsieur le rédacteur en chef de la RTAOPH, et une occasion pour moi aussi de saluer au nom de papa Guy-Émile Oufouassit-Kouabo, qui est le propriétaire, donc le patron de l'association Nzolamon OPH et donc de la RTAOPH, donc de saluer, j'allais dire, les téléspectateurs en son nom, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci président. Alors, vous avez fait une visite surprise ici à la RTAOPH. Nous sommes un samedi et vu votre emploi du temps, normalement vous serez chez vous tranquillement en train de récupérer après toute une semaine chargée du point de vue professionnel et aussi aux charges liées donc à l'exercice de vos fonctions du point de vue spirituel. Alors, quel est le mobile de cette visite, cher président? Voilà, donc quand je suis monsieur le rédacteur en chef, il me revient à l'esprit cette citation du général de Gaulle qui disait que la plus grande immoralité, c'est de ne pas aimer le métier que l'on fait. Et le général de Gaulle, en le disant, faisait donc référence à ce que nous faisons, vous et nous, dans la vie de tous les jours. Donc vous voyez déjà que dans la vie de tous les jours, sur un plan purement du monde, il nous est dit que la plus grande immoralité, c'est de ne pas aimer le métier que l'on fait. À plus forte raison, le sacerdoce, cette adhésion que nous avons par rapport au travail de Dieu. Si sur un plan terrestre, nous devons accorder de l'importance à ce que nous faisons, nous devons aimer le travail que nous faisons, eh bien je pense qu'on vient à Dieu surtout par amour. C'est par la grâce de Dieu que nous venons à connaître Dieu, que Dieu nous prend de la vie de mort dans laquelle nous étions pour nous ramener à cette réalité qu'est la vie. Évidemment, la conception de la vie sur un sens purement biblique, spirituel, la conception de la mort aussi dans le même sens. Donc voyez-vous, quand on a cet engagement par rapport à Dieu, on est tenu de faire tous les efforts pour répondre à ce que Dieu attend de nous. Et c'est ma préoccupation de tous les jours. Vous savez, monsieur le rédacteur en chef, je me dis qu'il est donné à l'homme cette liberté-là d'être avec Dieu ou de ne pas être avec Dieu. Et donc, on ne peut pas être avec Dieu et faire semblant d'être avec Dieu. Il faut être avec Dieu et faire l'effort d'être en esprit, en vérité, avec lui. Donc, cette année 2017, nous l'avons placée sous le signe du travail. Et nous avons pris un certain nombre d'engagements. En début d'année, vous nous avez vu réaliser des descentes à gauche et à droite. Donc, nous revenons sur les différents lieux qui ont qui ont fait l'objet de nos descentes en début d'année pour voir si ce que nous avons dit lors de ces descentes-là connaît une réalisation sur le terrain. Donc nous étions à Nanga où nous sommes satisfaits de constater que vraiment des efforts sont faits. Nous avons un peu plus de 1500 pieds d'ananas de plantés. Nous avons aussi les papayers, la pépinière qui est replantée et les papayers qui ont été plantés qui poussent. Donc c'est avec une grande joie que nous avons réalisé la visite de Nanga. Aujourd'hui, nous avons papa Alphonse Makosogoma qui est le patron de l'économie de nos sections de Pointe-Noire et du Kouilou qui se rend à Mongo-Tandou. Donc pendant que je viens ici à la télé, eux ils sont en train de partir à Mongo-Tandou. Et nous avons, la semaine passée, en fin de semaine, nous avons eu nos enfants accompagnés par le chargé à l'organisation du Bucopen Bucodec, papa Albert Bossana, donc nos enfants de GLC Productions, qui se sont rendus sur le site de Mvouti et qui se sont rendus à Loudima. Donc nous sommes véritablement sur le terrain. Il ne s'agit plus de s'adonner à une théorie vaine, mais il faut rendre pratique et mettre en exécution
ce que Papa Guy-Émile Loufouas-Sedkouabo attend de nous. Donc je suis venu à la télé dans ce cadre-là, mais aussi comme vous savez, nous avons pris l'engagement de communiquer, de beaucoup communiquer. La communication est très importante actuellement parce qu'il y a aussi des informations de tout genre qui circulent à gauche et à droite. Nous avons pris l'option de la communication, pas seulement à la télévision, à la radio, mais aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons repris l'option de la communication, notamment en ce qui concerne les conclusions que nous avons arrêtées lors de l'Assemblée générale. Donc c'est un grand chantier. Il faut que tout le monde soit sur le chantier et je suis venu à la RTOPH regarder le fonctionnement, voir comment vous travaillez, essayer de voir les résolutions que nous avons eu à prendre lors de notre descente ici. Comment ces résolutions, je perds mon français, je le récupère, je le reprends pour dire que nous allons voir comment ces résolutions sont mises en application. Et aussi, donc je trouve cet espace de communication que vous mettez à notre disposition. Je profite aussi de communiquer par rapport à tout ce qui se passe. Merci, cher président. Justement, maintenant que nous avions le privilège de vous avoir, vous êtes la voix autorisée pour donc parler des sections de Pointe-Noire du Kouilou, puisque responsable numéro 1, mandaté par lui-même le président, le seul et unique, le président fondateur de l'association Le Zolo Amour. Alors, j'en profite donc au nom de tous les Ponténégrins pour vous poser cette question, après tout ce qui s'est dit, ou tout ce qui est en train de se dire sur les sections de Pointe-Noire et du Kouilou dont vous avez la charge de conduire. Comment elles se portent, ces sections-là? Après tout ce qui a été dit, tout ce qui continue à se dire, comment les sections de Pointe-Noire et du Kouilou se portent, cher président? Merci, belle question. Vous allez me permettre aussi, avant de donner peut-être une réponse directe à cette question, de dire ceci. Parce que beaucoup de gens ne comprennent peut-être pas ce qui nous lie à l'association Nous Zolo Amour OPH et notre engagement derrière Papa Guy-Émile Loufouas-Sedkouabo. Vous savez, c'est en 1984 que, après avoir connu beaucoup de déboires dans notre famille, nous sommes nés dans une famille où notre père a eu cette chance de faire partie des intellectuels congolais dont, pour la plupart aujourd'hui, on peut parler des condisciples de mon père qui sont aujourd'hui aux affaires, entre guillemets. Donc mon père a eu ce privilège-là d'être dans ces premières générations, de ces intellectuels congolais qui sont allés à l'étranger, qui sont revenus. Et nous avons donc eu une enfance vraiment avec des débuts sur une vie pratique, une vie qui était bien. Et à un moment donné, vraiment nous avons été l'objet de beaucoup de problèmes. Et la plupart de ces problèmes étaient liés à un plan purement mystique. Et notre évolution a été, à partir de cet instant, très compliquée. Et moi qui vous parle, je me suis adonné très tôt à l'alcool. En tout cas, j'ai commencé à prendre de l'alcool de façon exagérée dès l'âge de 9 ans. Et cela m'a conduit à prendre des drogues très dures à l'époque. Et je crois que pendant que je parle, ceux qui me reconnaissent peuvent se souvenir de cette époque-là où nous étions à Ouenze, où nous étions à Talangaï. Donc, nous étions, moi en ce qui me concerne, j'étais parti pour une vie perdue. Pour une vie perdue parce que aujourd'hui encore avec du recul, quand je revois ma jeunesse, quand je revois ce que j'ai fait dans ma jeunesse, il n'était pas dit que je sois celui que je suis aujourd'hui. Donc je remercie Dieu. Et si je repars dans cette évocation, c'est pour expliquer aujourd'hui ce qui nous lie à Guy-Émile Loufouas-Sedkouabo. Pourquoi nous sommes derrière Guy-Émile Loufouas-Sedkouabo? Pourquoi nous défendons Guy-Émile Loufouas-Sedkouabo? Donc vous voyez, dans tout ce que nous avons vécu et connu, nous avons beaucoup consulté. Nous sommes allés aussi bien à la magie, nous sommes allés dans le fétiche, chez les guérisseurs, chez les voyants, parce qu'il fallait comprendre ce qui se passait dans la famille. J'ai ma grande sœur qui officie même comme présentatrice d'émission, productrice d'une émission ici, Mick Isa. Ma grande sœur qui est allée de séparation en divorce, donc qui n'arrivait pas à avoir une stabilité dans la vie de couple. Et elle a commencé à tomber malade. Elle a commencé à tomber malade. Et voilà qu'un jour, on va leur montrer un féticheur qui était du côté de Nganga Lingolo. Donc, ayant consulté ce féticheur, au retour dans le bus, il rencontre des frères et sœurs de Luzolo. Et comme ça, de façon spontanée, je me dis c'était le plan de Dieu. Ces derniers vont leur dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous avez et tout. Bon, à la descente du bus, ils vont engager une conversation et ils vont arriver jusqu'à la maison. Et en arrivant à la maison,
ils vont proposer, ils disent, bon, vous êtes allé à gauche et à droite, est-ce que vous ne pouvez pas, est-ce que nous ne pouvons pas prier? Est-ce que vous ne pouvez pas découvrir aussi Luzolo? Est-ce que vous ne pouvez pas découvrir Guy-Émile Houphouët-Boigny? Donc voilà, ma famille est conduite à découvrir Luzolo en 1984. Et c'est cette année-là que j'ai le baccalauréat, parce que je suis admis à l'école d'enfants de troupe, l'école des cadets, aujourd'hui l'école générale Leclerc, le 6 septembre 1977. Et je sors de là en juillet 1984 ayant eu mon bac. Et c'est cette année que ma famille intègre Luzolo. Alors, j'aimerais vous dire que pendant que je suis à l'école d'enfants de troupe, à l'école des cadets, je vais aussi être à gauche et à droite. C'est-à-dire que je veux dire que comme il y avait ce mauvais esprit qui poursuivait notre famille, donc je vais être de tous ces jeunes à l'époque qui vont se mettre à écrire, écrivez là, écrivez à gauche. Donc nous allons expérimenter, étant enfant, étant jeune. Donc j'ai 7 ans que je passe à l'école des cadets. Nous allons expérimenter aussi différentes voies. Et je vais même être initié par un grand féticheur qui est connu des gens de Komono, il s'appelle Mukiama. Ceux de Komono qui me suivent, je vais vous apprendre que, étant en classe de 4e, je vais être initié par Mukiama. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Et toutes mes vacances de Noël, de Pâques, je m'empressais d'aller à Komono parce que j'apprenais auprès de ce monsieur. Et en dehors de ce monsieur, je vais me rapprocher d'un de mes oncles, de mes grands-pères, j'allais dire, donc l'oncle de ma mère, Mwanda Daniel, et tout. Bref, je vais être aussi bien dans ce qui est de l'étranger, ce qui est du blanc, que dans ce qui est du noir, parce qu'il me fallait, je me disais qu'il me fallait un maximum de protection. Il fallait faire un mélange blanc et noir. Voilà, blanc et noir. Donc je me suis impliqué dans toutes ces histoires-là. Et vous allez vous rendre compte que quand j'arrive en classe de 6e à l'école d'enfants de troupe, et ça c'est un de mes parents qui va me le dire de façon tardive, quand une partie de ma famille va se rendre compte que j'étais admis à l'école d'enfants de troupe, et l'admission dans cette école c'est tout un témoignage, je ne vais pas revenir là-dessus, et je vais être victime d'un accident très grave qui devait me rendre infirme, handicapé, et donc m'empêcher de poursuivre la carrière militaire. Et à l'époque, je ne prie pas. J'ai arrêté de prier au catéchisme. Quand j'ai eu un incident avec un prêtre, j'avais juré de ne plus connaître Dieu. Et je disais à tous ceux qui me rencontraient que le jour où vous me verrez prier le Jésus dont vous parlez, cela voudra dire que j'ai trouvé le vrai Jésus. Et ça, jusqu'en France, à l'université, je disais aux gens, le jour où vous m'entendez parler de Jésus, vous entendez que M. Mikungi prie Jésus. Cela voudrait dire que j'ai trouvé le vrai Jésus. Je le répétais à tout le monde. Donc vous voyez qu'en 84, ma famille connaît Luzolo, mais moi je connais Luzolo 4 ans après, en 88. Parce que quand ma famille arrive à connaître Luzolo, c'est les mois chez moi, je dis, mais écoutez, qu'est-ce qui vous conduit à aller rentrer dans une secte? Et c'est une guerre avec ma mère, parce que je vais faire 2 ans, je dis à ma mère, tant que tu ne vas pas quitter Luzolo, eh bien je ne vais plus t'adresser la parole. Et à l'époque, à Luzolo, il y avait des sanctuaires, des pierres et tout, je les détruisais. Parce que je me disais, mais comment ma famille est allée rentrer dans cette affaire? Mais, curieusement, dès que ma famille intègre Luzolo, il y a la paix. Il y a le calme à la maison. Mais j'étais mon père et moi, nous étions mon père et moi les seuls à ne pas intégrer Luzolo. Mon père, parce qu'il était du parti, donc le parti ne pouvait pas l'autoriser. Et moi, parce que je ne comprenais pas qu'il y ait des choses bien et que ma famille, du jour au lendemain, aille rentrer dans une secte que je ne comprenais pas à l'époque, parce que quand je m'amusais à aller voir là où ils priaient à Mukondo, à la sous-section 6, c'était un rassemblement de tôles dans un lieu que je disais, mais comment un lieu malfamé, comment les gens pouvaient, comment ça pouvait être la prière? Donc vous voyez, il a fallu attendre 88, et en 88, à mon retour de France, et en France aussi, j'ai été dans... Alors là, je me suis promené. Je suis aujourd'hui à même de faire la différence entre ce qui relève de l'ésotérisme, du mysticisme, et ce qui relève de Dieu, parce que j'ai été là, château d'Omlonville. Ceux qui m'entendent parler du château d'Omlonville, ils savent de quoi je parle. J'ai été là, j'ai roulé ma bosse enfant. Et ça, je l'ai commencé à 9 ans. J'ai fétiché des matchs. On venait me voir pour des grands matchs. Rue Owando numéro 3. Ceux qui se souviennent, on venait me voir pour féticher des matchs et tout ça. Donc une vie courte, mais remplie d'eux. Donc vous voyez, quand je reviens au pays, il y a des grands qui me prennent sous leur protection. Et je me suis mis à travailler pour certains grands, bien qu'étant dans l'armée, je me suis mis dans les affaires. Et je vous dis
monsieur le rédacteur en chef, à l'époque, avant la dévaluation, quand j'avais 500 000 CFA avec moi, ça voulait dire que j'étais fauché. Waouh. Quand j'avais 500 000, vous pouvez vous renseigner, il y a une boîte de nuit qu'on appelait le Banatan. Je ne sais pas si ça existe toujours devant l'hôpital actuel, le CHU. Et j'étais un habitué du Banatan. Quand j'arrivais, on disait lieutenant Labisso a commis et je disais tournée générale. Donc j'ai pris la vie dans son sens le plus cru. Et voilà qu'en 88, je commence à tomber malade. Sérieusement malade. Je me réveille, c'est un zona ophtalmique qui me prend une nuit. J'arrive chez l'ophtalmo, il me dit, mais comment vous, un intellectuel, vous gardez une maladie comme ça? Je dis, mais comment? Docteur, vous m'avez vu hier, je travaille à l'hôpital avec vous, est-ce que hier vous m'avez vu avec ça? Donc j'ai commencé à vivre des phénomènes compliqués et je me suis référé à ce que je faisais. Je commençais à m'écouter, je tombe malade, je rentre dans ceci, je crie par là, mais la situation ne faisait que s'empirer. À un moment donné, on commençait à parler du sida. Nous avons été parmi les premiers à aller faire l'examen de VIH à l'époque, parce qu'on disait, bon, avec la vie qu'il a, c'est tellement, voilà. Monsieur Lerec, permettez-moi cette évocation pour dire aux gens, parce que c'est important. Voilà, certains croient aujourd'hui, ils pensent que c'est par amusement que nous sommes derrière Guy Émile Houphouët, quoi. Et donc, à un moment donné, je perds mes facultés, la santé me lâche, et je suis dans une situation difficile. Et avant d'arriver là, je tente, je repars partout où j'avais des ouvertures, pas de solution. Et voilà que un soir, ces frères-là sont encore là, le frère Koulatouka Joseph, la défenseur Ndoulou Adèle Céline, le frère Kondani Meda. Ce sont des frères qui sont encore là à Brazza, le défunt frère Loubias Loubaki qui est mort, sa femme est à Loutété, elle est encore vivante. Voilà que ces frères-là viennent me voir. Ils me disent, papa, est-ce que tu peux accepter qu'on te fasse le courrier? Dans la position dans laquelle j'étais, je me disais, bon, écoutez, là je n'arrive plus dans ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, je vais me dire, ok, je fais le courrier. On me fait le courrier un jeudi. Et le vendredi, on me demande d'aller à la sous-section. Et quand je fais le courrier, on me dit, tout ce que tu as, tout ce que tu as de mystique, de magie, il faut aller jeter. Alors, j'ai tout pris, j'ai tout jeté, sauf une gourmette que j'avais. Parce que ceux qui m'avaient donné cette gourmette m'avaient dit, le jour où j'enlève cette gourmette de moi, c'est ma mort. Donc voilà que j'ai tout jeté, sauf la gourmette. Et voilà que le vendredi, on me dit, il faut aller à la sous-section. Je dis, ok. Mais je vous dis, monsieur Lerec, on me prend pour m'amener à la sous-section parce que physiquement, j'étais malade. Donc on me prend, on m'amène à la sous-section. À l'époque, à Luzolo, on donnait aux gens de l'eau pendant les séances. Et voilà que quand j'arrive à la sous-section, c'était la stupéfaction générale parce que les gens se disaient, mais cet homme-là, il venait à la sous-section. J'arrive et on me place. C'était une séance extraordinaire. Les gens rentraient en transe au domicile de frère Kinzonzi. Il y a des frères et sœurs qui sont encore là. Dans ma sous-section, j'avais la sœur Ngambo Ernestine qui est ici à Pont-Noir. Le frère Miaka Georges qui est ici à Pont-Noir. Il connaît cette histoire. Le frère Lumbu Isaac qui est ici à Pont-Noir. Donc, on me met et à ma droite, c'est une folle qui vient s'installer là. Et elle bavait. Elle avait la salive qui sortait de partout. Or, à l'époque, j'étais très porté sur la propriété. Je me promenais toujours avec une bouteille d'alcool. Et voilà que on place cette sœur. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. On va commencer par me donner l'eau. Et après, parce qu'on utilisait le même verre. Après, on donnera à la folle. Ah, vous parlez. Au moment de donner de l'eau, on donne... À la folle. On commence par la folle. Donc, elle avait toute sa salive, pratiquement qu'elle a eu à mettre dans le verre. Et on reprend le même verre pour me le donner. Alors, je ferme mes dents, je bloque mes dents. Mais dès que cette eau a touché les lèvres de ma bouche, j'ai senti un poids. C'est-à-dire, il y a eu une chute. Il y a eu quelque chose qui est tombé. Boum! Et je vous assure, les témoins oculaires sont encore vivants. Je me suis levé et la maladie était du coup partie. J'étais guéri rien que quand cette eau va toucher ma bouche, j'étais guéri, je me suis levé. Je ne savais pas comment on dormait. Je me suis mis à sauter. À l'époque, il y avait une danse qu'on appelait Zekete Zekete. Et c'est la danse que je connaissais. Et quand on jouait au tam-tam, donc il y avait une ambiance dans la sous-section telle que c'était vraiment pour moi une délivrance. Et je suis sorti, en venant, on m'avait soulevé. Et je suis sorti de la sous-section debout.
Je suis rentré chez moi, je me suis dit, j'ai connu la magie, j'ai connu le fétiche, mais je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire. On ne m'a pas fait des gris-gris, on ne m'a pas fait des grimaces. Et je connais la nature des maisons que je fréquentais. Je connais l'importance de ces maisons. Mais il a suffi de quelques gouttes d'eau sur ma bouche pour que... Donc je commençais à me poser des questions. Si je n'avais pas réellement perdu du temps là où j'étais. Alors, je me porte bien, je commande même à manger, c'est une fête à la maison. Et 2 jours après, rechute. Je tombe encore malade, mais alors sérieusement malade. Je commence à me poser des questions et voilà les frères qui arrivent. Ah, mais il est encore tombé, les frères me disent, il y a un problème. Est-ce que tu as tout jeté? C'est le frère Kondani Médard qui me dit, papa, dans tout ce qu'on t'a demandé de jeter, est-ce que tu as réellement tout jeté? Et je leur dis non, la gourmette. Parce qu'on m'avait dit, le jour où tu jettes la gourmette, tu es fini. On me dit, papa, enlève la gourmette devant nous. Je vous dis, monsieur le rédacteur en chef, je savais d'où je tenais, de qui je tenais cette gourmette. Et c'est une entité qui ne blague pas. Et qui m'avait dit, le jour où tu l'enlèves, tout est fini. Maintenant, imaginez mon état d'âme. Donc, on m'amène dehors dans les toilettes extérieures, j'enlève la gourmette. Quand j'ai pris la gourmette, j'ai jeté dans les toilettes externes. Il y a eu la fumée. Pouf, je me suis dit, bon, ben ça y est, je suis parti. Quelque temps après, je me rends compte que le même effet que j'avais à la sous-section, donc la maladie, du coup, est partie. Alors, monsieur le rédacteur en chef, c'est ce jour-là que je me suis dit, je vais prendre le temps de m'intéresser à l'association de Zolo Amour. Et voilà comment je me suis rendu à Kibossi. Et là-bas aussi, il y a un grand témoignage. Bon, vu le temps, je ne vais pas en parler au cours de l'émission. Mais bref, quand je m'engage, je perds aussi tout. Je perds mes amis, je perds mes affaires. Donc, je suis réduit à néant. Et je vis comme ça pendant 2 ans. Les amis ont cherché même à faire du mal à mes parents. Vous l'avez amené à l'Ozolo. Voilà, il n'a plus d'argent, il n'a plus ceci. Alors, pour moi, les 2 ans là, c'était une purification. Il fallait que Dieu puisse voir si j'étais venu à lui par intérêt ou pas. Parce qu'on va me réduire à 0. Moi, 100 francs, pour moi, à l'époque, ce n'était pas de l'argent. Ce n'était pas de l'argent, monsieur le règle. J'étais quelqu'un de... Et on va me réduire à néant. Et pendant qu'on me réduit à néant, j'épouse une fille de ministre qui était habituée à une vie de... Et elle vient me trouver dans ce néant-là. Mais elle intègre aussi l'association. Et nous traversons ensemble ces moments de difficulté. Et à l'époque, les frères et sœurs faisaient le tour des maisons, la sensibilisation. Et tout le monde va me dire, papa, c'est une époque de purification, il faut. Et voilà, 2 ans. Je suis resté dans ces conditions. Et 2 ans après, j'ai compris qu'effectivement c'était un passage. J'ai été rétabli dans toutes mes affaires. Et j'ai même eu plus que j'avais auparavant. Et voilà, j'ai commencé cette petite connaissance de Papa Émile jusqu'à ce que je suis allé aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai dit, Papa Émile, tu m'as dit que toi, tu étais connu dans le monde entier. J'arrive dans le pays le plus puissant du monde. Je voudrais que tu me montres ta présence. Et Papa Émile m'a montré sa présence. Les Américains sont venus ici à Pointe-Noire. Oui. Donc, monsieur Lerec, l'appartenance à Dieu, l'engagement derrière Papa Émile, pour nous, ce n'est pas une blague. Pour nous, ce n'est pas un jeu. Là, je vous ai évoqué seulement une petite partie de ma vie. Mais il y a eu d'autres choses. J'ai eu des gens qui ont tiré à bout portant sur moi. Les balles sont tombées sur ma personne, sont tombées au sol. Alors que je ne suis pas allé à les foutous, j'ai simplement le dombage. Simplement, Guy-Émile Loufoy, Sétikwabo. Je suis allé manger avec des Américains au Mexique en 1994. Et un Mexicain qui vient me parler en français, il dit, mon fils, là où tu pries jusqu'à ta mort, n'abandonne pas cette voie. Comment cette personne, ce Mexicain avec son sombrero, savait? Donc, quand j'entends dire que nous autres là, nous restons à l'asla parce que nous suivons, nous prions un homme, parce que nous sommes par intérêt, je vous dis, mes bien-aimés, si nous sommes derrière Papa Émile, c'est le témoignage de toute notre vie. Parce que si je n'avais pas connu d'autres voies, j'allais dire, bon, peut-être je suis trompé. Si je n'avais pas aussi... voyez, aujourd'hui, je suis victime sur le plan social d'un événement douloureux que vous connaissez tous. Mais même le sens de la mort, Guy-Émile m'a donné le sens de la mort. Et je l'accepte parce que je connais le vrai sens de la mort par rapport à Guy-Émile Loufoy, Sétikwabo. Donc, comment
comment se portent les sections de Pointe-Noire et du Kouilou? Bien, les gens peut-être, ce qu'ils peuvent retenir des sections de Pointe-Noire et du Kouilou, c'est peut-être le conflit que nous avons actuellement. Mais je vous dis aussi que nous communiquons maintenant de plus en plus pour montrer aux gens le véritable visage de ce conflit, la véritable face de ce conflit. Parce que jusqu'à présent, la communication était à sens unique et on a fait croire ce qui n'existait pas. On a fait dire ce qui n'existait pas. Oui. Et vous avez vu que depuis un certain temps, nous avons pris l'engagement de communiquer. Même si nous ne le faisons pas, mais monsieur le rédacteur en chef, vous, les téléspectateurs sont là, je peux vous dire que comme vous, je vous ai suivi les différentes tribunes que vous avez menées, je ne vous ai fait aucune influence, oui. Vous vous êtes exprimé en tant qu'associé et je vous ai suivi aussi de façon libre. Oui. Et j'ai même découvert ce que vous avez dit pendant que l'émission passait à la télé, j'étais assis comme tous les téléspectateurs. Pourquoi? Parce que je suis un associé, vous êtes aussi des associés. Et actuellement, nous avons pris l'engagement de faire parler les associés. Les mamans ont parlé pendant la retrouvaille du 8 mars. Les mamans se sont exprimées. Aujourd'hui, ce samedi, les jeunes ont une convention. Une partie de la jeunesse aussi va s'exprimer. Nous nous rendons dans les différents quartiers de Pointe-Noire depuis le dimanche passé pour montrer notre présence. Nous avons été à Louandjili. Demain, nous serons au rond-point de Patra pour que les gens voient de leurs yeux et que les gens, qu'il y ait cette traçabilité. Oui. Et que tous ceux qui font le bruit sur le nom de l'ASLA, vous voyez que nous, pour montrer l'engagement, la mobilisation que nous avons, nous n'avons pas besoin d'appeler des frères de Dolisie, nous n'avons pas besoin d'appeler les frères de Nkaï, nous n'avons pas besoin d'appeler les frères de la Bouenza. Parce que même ceux qu'on peut appeler la partie adverse, même quand ils sont arrivés à appeler les gens de la Bouenza et tout, ils n'ont pas fait le 10e du nombre que nous sommes. Or, en matière d'association, la force d'une association se juge par rapport à sa capacité de mobilisation. Voilà. Et vous voyez, aujourd'hui, on nous a même affublé, on nous a dit, voilà, en nous truquant les chiffres, voilà que nous avons devant témoins, nous avons mis un système de comptage vérifié, dont la procédure a été suivie de A à Z par des gens qui ne sont pas de notre association et qui sont arrivés à dire qu'un samedi, à 10 h un samedi matin, nous étions déjà à 9 000 et quelques, et pour terminer, 10 000 et quelques pèlerins, comptés par des gens qui n'étaient pas. Donc, écoutez, 10 000 et quelques personnes dans une association, sauf s'ils ont bu, mais même pour boire, il faut que ce jour-là, Brasco mette à notre disposition toutes les palettes et qu'il ne les donne pas dans les dépôts pour que nous puissions boire et nous retrouver dans un état d'esprit où on n'arrive pas à comprendre les choses. Donc, vous savez, la personne qui prie à haute voix à 4 h du matin, qui se réveille à 4 h du matin, Nzamba, Pambola, Nzambé, c'est la personne qu'on va écouter. Mais toutes les personnes qui à 4 h du matin se mettent à genoux dans le silence pour prier, les gens ne vont pas savoir, les gens qui prient. On va dire non, telle personne a prié, alors qu'il y a eu des centaines et des centaines de personnes. Bien sûr. Nous avons eu des gens qui ont cru prier à haute voix à 4 h du matin, et les gens ont dit, bon, voilà, la vérité est là-bas. Mais ils avaient oublié que le plus grand nombre s'était agenouillé à 4 h du matin, parce que Dieu a dit, si vous voulez prier, rentrez dans votre chambre. Nous, c'est ce que nous avons fait. Maintenant, quand nous avons trouvé maintenant que le ridicule commençait à devenir un peu agaçant, bon, c'est à partir de ce moment, nous avons pris maintenant l'option de communiquer. Mais sinon qu'est-ce que je peux dire des sections de Pointe-Noire et du Kouilou? Les sections de Pointe-Noire et du Kouilou vivent. Les sections de Pointe-Noire et du Kouilou se portent bien. Monsieur le REC, quand vous avez des frères et sœurs sans crédit bancaire, sans subvention, sans faire appel à des prêts, qui vont rassembler 120 millions, construire un bâtiment, celui que vous avez là, monter une télévision, lancer le signal, la radio, en 9 mois. En 9 mois. Écoutez, monsieur le REC, qu'est-ce qu'on va dire? Que cette section se porte mal? Elle se porte très bien. Elle se porte bien. La preuve en est que nous sommes là. Oui. Nous nous portons bien. Alors, cher président, nous aimerions savoir, vous êtes arrivé donc à la tête de ce bureau PEN, puisque avant d'être confirmé président adjoint, vous avez été pendant plusieurs années chargé donc, de l'organisation de ce bureau-là. Et à l'époque, vous étiez très jeune d'ailleurs. Alors nous aimerions savoir, quand vous arrivez donc dans ce bureau PEN-là, quel était l'état de santé des sections de Pointe-Noire et du Kouilou à l'époque? Et qu'est-ce qui a donc changé aujourd'hui qui n'existait? C'est pas pour peut-être vous donner l'occasion de faire un bilan. Voilà, de faire un bilan de façon préélectorale. Non, peut-être pas préélectorale, mais de façon partisane, en mettant de votre côté tous les mérites et toutes les avancées constatées aujourd'hui. Mais nous aimerions savoir de façon
clair avec les mots qu'il faut. Quel fut donc l'état de santé des sections de Pointe-Noire et du Kouilou quand vous êtes arrivé au Bucopen, Bucodec? Voilà, donc autant dire que Pointe-Noire, sur le plan professionnel, nous tous qui rentrions de l'étranger à l'époque, on ne voulait pas être affectés à l'intérieur. Tout le monde voulait travailler à Brazzaville parce que c'est à Brazzaville que se trouve le commandement et tout. Donc vous comprenez que quand je suis affecté à Pointe-Noire, je suis déçu. Je me dis, mais comment on m'affecte à Pointe-Noire? Voilà, je suis affecté à Pointe-Noire en fin 92. J'arrive à Pointe-Noire avec beaucoup de déception parce que pour moi, je voulais bien continuer ma carrière à Brazzaville. Or, c'était là un plan de Dieu. Nous sommes arrivés à Pointe-Noire, j'avais un seul enfant. Et voilà, nous nous sommes mis au travail. Et avant d'être dans le Bucopen actuel, j'ai été dans l'ancien Bucopen dans les derniers moments, puisque nous allons être pris au secrétariat du Bucopen, déjà à l'époque par Feu Papa Menga. Et à un moment donné, nous étions appelés au secrétariat, le frère Kosogoma Alphonse, MGA, Feu frère Mavungu Stéphane et moi. Et donc après, j'ai 30 ans, quand je suis chargé, et il faut vraiment noter le mot chargé, à l'organisation du Bucopen Bucodec en février 1996. Donc il faut dire que nous sommes à la tête des sections de Pointe-Noire du Kouilou depuis 20 ans. Donc c'est en 20 ans, on a eu le temps de connaître les personnes aussi ont eu le temps de nous connaître. Alors, quand nous arrivons à la tête des sections de Pointe-Noire du Kouilou, nous avons pour président adjoint mon papa que j'aime beaucoup, parce que j'ai appris beaucoup de choses auprès de lui, Jean-Christophe Tinona Makoso, et que j'ai beaucoup de respect d'ailleurs quand je prononce son nom, parce que je dis, et je ne mens pas, je le dis de façon sincère, c'est vrai que nous avons eu